Bonjour, alors vous le savez évidemment, on parle beaucoup inflation et pendant de nombreux mois, les taux n'étaient pas trop remontés et puis maintenant on a la remontée des taux, les taux longs. On a également le tapering, etc., réduction éventuelle de bilan, bref, un marché qui revient un petit peu sur des valeurs plus défensives, sur des valeurs donc plus value et notamment, entre guillemets, ce qui est important également sur les marchés, il ne faut jamais l'omettre, c'est la prime de risque. Donc, c'est-à-dire que même si on parle d'une remontée des taux longs, et actuellement on est à 1,9% sur les taux américains, il faut regarder est-ce que on a justement, alors ça fait évidemment au niveau des valorisations des valeurs de croissance, ça casse un petit peu ces valeurs de croissance-là, mais au niveau des actifs tangibles et donc des valeurs plus value, qui sont donc sous-cotés par rapport à l'offre propre et à leurs actifs, on a donc les flux de liquidités qui ne sortent pas du marché action, mais qui vont chercher le côté et l'aspect défensif. Ce qui est très intéressant d'ailleurs si on regarde les performances sur des classes d'actifs depuis le début de l'année, c'est les classes d'actifs entre guillemets défensives qui surperforment les classes d'actifs plus offensives. Donc, une des classes d'actifs et une partie des actions qui sont très défensives, ce sont les aristocrates du dividende. Alors, les aristocrates du dividende, il faut faire attention parce qu'on a plusieurs définitions selon où on est sur la planète et selon les indices. Pour certains, il faut que le dividende soit en hausse ininterrompue depuis 20 ans. Voilà, je pense qu'il faut être un peu plus laxiste puisque si on est un petit peu trop discipliné sur cette définition-là, on loupe de très belles sociétés qui certes n'ont pas distribué un dividende en hausse sur les 20 dernières années, mais qui distribuent un dividende important pour une société qui est costaud et qui a donc énormément d'actifs tangibles, qui est également sous-valorisé et qui a donc un aspect cherry on the cake, parce que pour moi on n'achète pas une valeur que pour son dividende, on achète d'abord une valeur pour ses perspectives, on achète une valeur pour son profil par rapport à nos objectifs et à l'objectif de notre portefeuille, et donc à l'adaptation par rapport à notre profil et par rapport ensuite à une tendance. Et le dividende, c'est cherry on the cake. Puisque ce que je veux pas, moi, c'est que je veux pas avoir 5% en effet de rendement sur dividende, mais me prendre un moins 20% sur mon capital, ça m'intéresse pas. Je préfère, en plus, quand je vais aller chercher des valeurs value comme ça, ce que je veux en fait, c'est aller chercher quand même un aspect plutôt défensif, un aspect badland, un aspect protection contre l'inflation. Donc ce qu'il ne faut pas omettre, donc, c'est que ces dividendes, aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de valeurs value, voire cycliques, qui versent des dividendes qui sont aux alentours de 4, 5, 6%. Donc clairement aujourd'hui avec un taux à 10 ans, le 10 ans américain aux alentours, on va arrondir à 2, mais une inflation qui est à 6-7, en fait on a un taux réel négatif, donc on a toujours cette prime de risque sur le marché action. Alors certes, c'est pour ça ce que l'on constate actuellement, c'est qu'il n'y a toujours pas d'alternative aux actions. L'alternative, c'est justement d'aller dérisquer son portefeuille et de sortir des valeurs de croissance. Et on a vu bien depuis le début de l'année, ça avait même commencé un petit peu sur la fin de l'année, ce mouvement qui avait été fait. Et puis on l'avait anticipé également, on avait parlé comme hypothèse de travail, surtout 2021. En fait, vous avez eu surtout des à-coups. Et en fait, c'est sur ce début d'année 2022 que vraiment il y a le consensus en fait qui s'en est mêlé. Le consensus a commencé à valider cette hypothèse de travail et en fait, comme on est dans un monde également où vous avez énormément de liquidités, énormément de flux, que vous avez eu en plus ce surplus de flux qui est arrivé de l'épargne, des particuliers notamment, où quand on arrive en fin d'année, ils se décident à investir en bourse et donc c'est de l'argent qui va vers Tracker, c'est de l'argent qui va sur différents fonds et la plupart de ces fonds ont commencé à acter à un aspect plus défensif après 3 belles années boursières, même avec le Covid au milieu. Et donc du coup, on a ces graphiques ici par exemple qui se proposent d'évaluer en fait, est-ce que mes valeurs aristocrates, qui en fait, qu'est-ce qu'il faut sous-entendre, c'est surtout des valeurs value, est-ce qu'elles sont chères par rapport à mon S&P. Ce qui est très intéressant là-dessus, c'est toujours la même chose, il faut faire très attention quand on compare le niveau auquel on est actuellement du niveau auquel on était il y a 10 ans ou il y a 15 ans, puisqu'il ne faut pas oublier que les valeurs value n'ont eu de cesse de voir leur pondération
dans le S&P et dans d'autres indices, être réduite par rapport à des valeurs de croissance. Et donc, quelque part, ce ratio-là, il est également à équipondérer en fonction, parce que ces valeurs aristocrates et ces valeurs value ont tout simplement, sur ces 10 dernières années, eu sans cesse de moins en moins de poids dans les indices, de par des tendances pour la plupart d'entre elles baissière, ou de par tout simplement une sous-performance par rapport à des valeurs, de croissance. Donc l'idée, c'est pas de se dire oui, on est comme sur des niveaux auxquels on était en 2007-2008, et il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est comme ceux qui vous montrent en gros le bilan de la Fed et qui vous montrent la hausse des bourses et qui vous font une comparaison en train de vous dire, bah, vous voyez, c'est parce que le bilan de la Fed augmente que les bourses augmentent. C'est très réducteur, c'est un raccourci, je ferai peut-être une vidéo là-dessus encore une fois, mais encore une fois, ça fait partie de tout le bruit de marché que vous pouvez avoir sur les marchés, où on a tout et n'importe quoi qui est utilisé vis-à-vis de stats pour expliquer tout et n'importe quoi, avec énormément de biais. Là, c'est la même chose pour moi. Voilà, il faut faire attention un petit peu à ce qu'on est en train de comparer. Pour autant, ce qu'il faut sortir de ce graphique-là, c'est tout simplement, alors ça c'était les stats que vous aviez en juin, donc ça avait baissé encore plus d'ici la fin de l'année, et en gros on s'était retrouvé sur des ratios qu'on avait connus en fin de crise. Mais là aussi où il faut bien prendre en compte un certain nombre de choses, c'est que vous aviez eu un cycle de 2003, après l'explosion de la bulle Internet, on avait eu un cycle d'achat value, donc de 2003 jusqu'à 2007, jusqu'à créer une autre bulle en fait, mais essentiellement, et c'est quelque chose que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, les valeurs de croissance sous-performaient les valeurs value, car on était dans un monde justement de resserrement monétaire, d'augmentation des taux. Mais pour autant, c'est pas parce que vous augmentez les taux, c'est pas parce que vous avez de l'inflation que nécessairement le marché se casse la figure si vous avez de la croissance. Ce que le marché, par contre, va privilégier, c'est la surperformance de valeur value avec des actifs. Et c'était le cycle de marché que nous avions eu de 2003 jusqu'à 2007-2008. Et puis ensuite, à partir de 2010-2011, on a eu une remontée de toutes ces valeurs-là, mais après quoi, c'est essentiellement dans un monde de taux bas et de taux qui continuaient de baisser que nous avons eu petit à petit une surperformance des valeurs de croissance jusqu'à l'apothéose que nous avons connue post-Covid. Donc là, on se retrouve à nouveau dans un marché qui veut penser que l'inflation est certes transitoire, mais plus durable, donc on restera sur des niveaux peut-être à plus 3, plus 4% d'inflation, une fois qu'on aura résorbé l'excès, le côté transitoire excès qui est post-réouverture, post-Covid, et encore faut-il qu'on arrive aujourd'hui à dire que Omicron, c'est bien la lumière au bout du tunnel, et ça prendra encore des mois, bien entendu, pour réouvrir, calmer les pénuries, et à ce moment-là, commencer à reparler de l'aspect transitoire de l'inflation, même si on va rester donc dans un monde assez inflationniste, à plus 3, plus 4, et dans ce monde-là, remonter les taux, oui, mais avec un certain piège des banques centrales, puisqu'on ne peut pas remonter les taux trop vite, trop fort, puisqu'on reste dans un monde endetté, on reste dans un monde qui a besoin d'investir pour financer la croissance, pour que la croissance finance les niveaux d'endettement, et donc quelque part, on peut combattre l'inflation, mais pas tant que ça, parce qu'on ne peut pas remonter les taux autant que cela. Et donc, du coup, c'est là où le marché, ce qui va être très important, c'est lorsque, alors là je vous parlais des taux courts, mais c'est au niveau des taux longs, que ces taux longs remontent certes, mais ne remontent pas trop vite, trop fort, pour ne pas mettre sous pression les valeurs endettées. Et à partir de ce moment-là, donc, le marché, lui, tant que la prime de risque du marché action ne se réduit pas comme peau de chagrin, faisant en sorte que finalement le rendement que vous obtenez sur un taux sans risque, sur de l'obligataire d'État, est beaucoup plus intéressant finalement que ce que vous récupérez sur des actions en prenant un risque, vous n'allez pas avoir une fuite des capitaux en dehors des actions pour revenir sur l'obligataire. On a plutôt un rebalancing des portefeuilles, donc de la croissance vers les valeurs value. Et ça, c'est ce que vous avez déjà en marche. Et c'est d'autant plus fort qu'en ce moment, on est dans des marchés qui ont énormément de cash, énormément de liquidités, et on a vu beaucoup de ce cash-là se réinvestir. Donc voilà, ça c'était pour le dessin. Et en gros, évidemment, alors quelles sont les valeurs? Alors moi, j'ai pas une liste
Grosso modo, bon, ça fait partie des choses que j'avais déjà publiées sur l'académie, vous voyez, c'était le 18 décembre, mais l'idée sur ces valeurs-là, ce sont des valeurs plutôt bas de laine. Donc il y a value et value, bien entendu, et ça, ce sont des valeurs qui ont encore plus euh, ce côté, on va dire, défensif, où le but, c'est finalement pas de faire une performance en norme, le but, c'est avant tout de battre l'inflation. Et donc on va chercher du dividende, mais on va aussi chercher donc des perspectives sur ces sociétés-là qui peuvent leur permettre, au niveau de leur tendance, d'avoir des tendances qui peuvent, au minimum, au niveau de leur cours, résister et vous permettre avec le dividende de battre l'inflation. Donc en gros, j'ai pris des largeurs sur la définition aristocrate. Ce ne sont pas toutes des aristocrates au sens strict du terme, mais pour moi ce sont des valeurs au rein solide qui peuvent permettre de forger un portefeuille bas de laine avec un aspect dividende, avec un aspect, alors pour certaines d'entre elles, elles sont encore bien dans des tendances baissières bien entendu, mais justement à des niveaux de cours qui les rendent intéressantes, où on va dire que le potentiel de perte est quand même réduit, donc vous êtes sur des ratios gain-risque qui sont quand même intéressants, avec le dividende qui vient en plus. Donc sur le S&P, donc sur le côté américain, alors pas tout au S&P, il y en a quelques-unes qui sont sur Nasdaq et compagnie, mais bon, peu importe. Vous avez du AT&T, euh, du Verizon également, Intel. Alors il y a beaucoup de personnes qui vont dire Intel c'est de la croissance, etc. Non, je pars du principe que même si c'est du semi-conducteur, vous avez certaines valeurs qui, oui, en effet, sont des valeurs qui sont plus actées sur la croissance, mais qui sont aujourd'hui des valeurs beaucoup plus matures, en leader de marché. Et en fait, je vais les considérer beaucoup plus comme value, parce que elles ont des niveaux de valorisation qui ne sont pas non plus extrêmes par rapport à des challengers qui, eux, vous allez payer tout et n'importe quoi très très cher. Donc Intel, moi je la rangerai du côté value. Vous avez Kraft Heinz également pour la consommation, Gilead, Broadcom. Au niveau des minières aussi, ça peut toujours vous offrir une protection. Vous avez Barrick Gold que j'apprécie beaucoup, mais ici c'est Agnico Eagle où je trouve justement que vous avez aussi une décote qui est assez intéressante. Amgen, ExxonMobil, Chevron, bon, je ne les fais pas, hein. Les recoveries sur ces titres-là sont déjà en marche et depuis longtemps globalement. Donc cette vidéo, c'est aussi quelque part une synthèse et une redite de plein de choses qu'on a pu dire en préparation sur l'année auparavant. En rates, vous avez Reality Income, il y en a d'autres, hein, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire. IBM également, qui pour moi comme Intel, hein, pour moi une valeur sur la tech, oui, mais une valeur qui est orientée beaucoup plus value. AbbVie, Consolidated Edison, bon, Coca-Cola, Johnson Johnson, ça c'est vraiment pour être très actif. Genuine Parts aussi, Altria, il y a un titre que j'apprécie, hein, c'est comme en Europe vous avez British Tobacco. Bon, les moins de 20 ans, enfin les plus de 20 ans connaissent ça vis-à-vis de Philip Morris, bien entendu. Et là, c'est la même chose, je veux dire, c'est des valeurs où l'essentiel des profits sont derrière augmentés, soit en rachat d'actions, soit en dividendes. Donc c'est vraiment des valeurs bas de laine, protection d'inflation, avec une prime de risque qui reste quand même très intéressante, malgré l'inflation que vous avez, et qui ont donc un pricing power également euh, qui leur permet en fait de pousser. Après, je rentre pas dans les débats, c'est éthique, c'est pas éthique, etc. Je propose, vous disposez, bien entendu, chacun forge son portefeuille comme il veut. Kinder Morgan aussi, c'est lié pétrole, bien entendu, Devon Energy aussi, et puis Lumen. Donc voilà, essentiellement des valeurs très, très liées énergie, de la tech, mais que je considère comme value. Ensuite de la santé, pas mal de santé aussi, et en gros on va retrouver à peu près les mêmes choses pour moi en Europe. Alors là aussi on peut éclater la liste et faire une liste à l'après-vert. De toute façon vous avez une autre vidéo que j'avais fait en début d'année sur les 5 actions, et essentiellement c'était des valeurs value qu'on pouvait considérer, même comme Atos par exemple, qui est un peu comme dans le style IBM et Intel, c'est-à-dire c'est de la valeur de croissance, mais qui est arrivé sur des niveaux tels aujourd'hui qu'on a une sous-valorisation, et donc on intègre ça comme une valeur tech, mais avec un aspect value. Et donc l'aspect OPable, etc. Parce qu'il ne faut pas omettre également qu'on est dans la fenêtre de tir, la dernière grande fenêtre de tir, c'est que si on parle remontée des taux, vous avez
les épargnants qui ont un certain nombre de ressources, mais vous avez également les entreprises qui ont énormément de cash. La plupart d'entre elles, donc c'est leur dernière fenêtre de tir pour prendre du crédit pas cher et pour éventuellement faire les grandes opérations pour la consolidation du secteur. On a vu consolidation du secteur pétrolier, parapétrolier également qu'on peut avoir, consolidation du secteur du jeu vidéo, consolidation du secteur de la santé, avec pas mal de rachats du côté pharma, mais aussi du côté biotech, en plus spéculatif, de la consolidation au niveau de la distribution. On parle beaucoup de Carrefour, notamment de par chez nous. Bref, vous le voyez, c'est les grandes opérations de rachat qui peuvent permettre de continuer d'avoir de l'afflux sur les marchés. Ou sinon, ces profits-là, pour pas qu'ils se fassent bouffer par l'inflation, eh ben, ça va pousser les entreprises à faire du rachat de leurs propres actions ou à augmenter la part de profit qu'ils vont verser au-delà des investissements. Il y a un autre raccourci qui est souvent fait, c'est qu'on blâme les rachats d'actions en disant l'entreprise est en train d'utiliser des liquidités qu'il pourrait utiliser pour investir, avoir de nouvelles idées et donc faire des profits futurs plus tard. Mais il faut pas omettre une chose, c'est qu'il faut vous dire qu'à un moment donné, l'entreprise n'a plus autant d'idées rentables que ça, donc ils investissent une part des profits là-dedans, mais au bout d'un moment, ils n'ont plus d'idées, ou elles sont plus autant rentables, et surtout les processus de production qui sont rentables, au bout d'un moment, même que vous investissez, vous rajoutez, ça vous permet d'avoir une productivité supplémentaire, d'avoir des profits supplémentaires, mais au fur et à mesure où vous allez rajouter de l'argent dans la machine, vous n'allez pas continuer d'augmenter de la même manière, d'une manière linéaire, le profit. À un moment donné, vous aurez beau ajouter de plus en plus d'argent dans la machine, ça, vous aurez atteint une limite et vous n'en sortirez pas un output qui est en croissance linéaire. Donc c'est là aussi où les entreprises, au bout d'un moment, une fois qu'elles ont investi ce qu'elles devaient investir dans les nouvelles idées pour le futur, dans l'appareil productif pour essayer d'augmenter les différents ratios de productivité, eh ben, ils se retrouvent quand même avec une manne financière qui est plus intéressante à racheter ses propres actions, parce que c'est plus rentable, il y a un return on equity qui est plus intéressant là-dessus que d'investir dans des nouveaux projets qui sont finalement moins rentables. Donc là aussi, c'est une allocation du capital. Bien entendu, si vous avez des entreprises qui s'endettent pour pouvoir racheter leurs propres actions, là il y a un problème. Mais globalement, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est ça important aussi de ne pas faire des raccourcis. Sinon, au niveau Europe, alors j'avais mis Rio Tinto, mais l'idée c'est au niveau de votre capacité à pouvoir l'acheter sur un marché européen. Au sens large. Il y a du Engie que j'apprécie, du Enagas également, British American Tobacco c'est lié à Altria, du BAE System, Sanofi comme j'en avais parlé, Unilever en plus qui a pris une bonne boîte là, alors pareil, hein, il faut lier ça à votre tendance, ne pas hésiter à rentrer en plusieurs fois, bien entendu. Du Novartis, du Total, mais là on commence à arriver quand même sur des niveaux où on se dit qu'au niveau de l'énergie, ça devrait quand même refluer, prendre son souffle, sans pour autant remettre en cause les tendances haussières de fond, bien entendu. Et du Orange également, où on a vu cette volonté défensive, où on a vu le titre Orange n'avait absolument rien fait depuis très longtemps, et donc vous retrouvez avec des dividendes qui sont intéressants, et en plus une tendance qui est en renouveau avec des flux qui rentrent. Donc c'est ça pour moi qui est vraiment intéressant sur cette phase-là, c'est le shift du marché. Maintenant, il ne faut pas penser que tout va faire en mode linéaire, vous aurez des reflux, des constructions de tendance, etc. C'est pour ça que c'est important en tant qu'investisseur de jamais rentrer vraiment en une fois, mais de rentrer au fur et à mesure. Et quelque part, l'aspect transitoire entre ces valeurs value et ces valeurs de croissance, il s'est fait par à-coup tout au long de l'année 2021. Et là, sur ce début 2022, c'est vraiment un aspect consensus qui se met en place. Aspect consensus également qui aura besoin d'être digéré. Et au fur et à mesure, en fait, il faut continuer de suivre et de voir si on accumule ces positions. Mais grosso modo, si on veut construire du portefeuille un peu plus défensif, on voit que ces valeurs value-là sont intéressantes. Et donc, du coup, également, ne pas omettre que comme on a des trackers qui sont liés à ces valeurs aristocrates, ne pas omettre qu'on peut avoir des flux qui vont aller chercher des achats sur ces trackers de valeurs aristocrates et qui va permettre d'avoir un certain nombre de flux sur les valeurs qui les composent. Donc c'est également essayer de profiter et de capter un certain nombre de flux dans cette volonté des portefeuilles d'aller chercher plus de défensivité pour, toujours pareil, pour la défense, inflation et compagnie.
Voilà pour cette vidéo, comme d'habitude, j'espère qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air si tel est le cas, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et à me dire ce que vous en pensez et quelles sont les valeurs pour vous, parce que je suis loin d'être exhaustif, bien entendu, c'est pas l'idée, sinon on en a pour 40 minutes. N'hésitez pas dans les commentaires donc à rajouter les valeurs pour vous qui ont leur place dans votre bas de laine. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine vidéo. Salut!